quel est le sens de la vie? Pour autant de souffrance, il doit y avoir forcément un sens. Ma maman me répond aucun. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Tout s'écroule quand mon fils a 7 ans, en fait, on lui détecte une tumeur au cerveau. Est-ce que il y a la vie après la mort? Parce que je veux savoir si je vais revoir mon fils, en fait. Moi, c'est la seule chose qui me travaille au corps. Quand mon fils est décédé, 6 mois après, j'ai eu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, mais sans accident. Je savais du coup qu'il y avait une vie après la mort. Pourtant, j'ai pas vu mon fils, il s'est rien passé, je sais pas ce qu'il y a derrière cette lumière, voilà. Mais je savais qu'il y avait quelque chose d'autre que cette réalité. Ce contenu a un objectif purement informatif et éducatif. Il ne constitue en aucun cas une incitation à la consommation de substances illégales, ni un conseil médical. Si vous souffrez de troubles psychologiques ou médicaux, veuillez consulter un professionnel de santé qualifié. Certaines substances évoquées sont légales dans certains pays et illégales dans d'autres. Il est de la responsabilité de chacun de se conformer à la législation en vigueur dans le pays de consommation et de mener ses expériences dans un cadre sécurisé. Eh bien, bonjour Séverine. Bonjour Arnaud. Ravi de t'avoir sur le podcast. On a eu pas mal de petits ajustements là juste avant. On a passé au moins 25 minutes à régler un petit peu tout. Donc c'est la première fois que je fais le podcast à distance. Normalement, je fais toujours ça en studio. Et comme on n'a pas réussi à trouver de créneau pour se parler, se voir au même endroit avant, je crois, l'automne, on s'est dit voilà qu'il allait peut-être mieux le faire maintenant et à distance. Donc voilà. Donc c'est une première pour moi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ravi de te rencontrer. On a déjà pas mal discuté. Il y a plein de choses vraiment intéressantes à discuter avec toi. Tu es quelqu'un qui connaît très bien les psychédéliques, donc ça va être vraiment très intéressant. Et j'ai hâte d'abord de pouvoir te questionner sur tout ça. Écoute, pour démarrer, ce que je voulais te proposer, c'est de livrer une vulnérabilité. Chacun en fait, voilà, pour se mettre dans un état un peu d'ouverture, un peu plus fort que d'habitude, pour essayer de faire que le reste de notre entretien soit peut-être un peu plus intense. Et je vais commencer en fait pour donner un peu le là. Heu, donc je vais, écoute, j'ai fait une expérience psychédélique récemment qui a été très intense et dans cette expérience, j'ai eu quelque chose qui était une nouveauté pour moi. Enfin, pas vraiment une nouveauté, mais parce que j'en ai fait quand même, hein, j'en ai visité des choses. Et là, pour la première fois, j'ai entendu ma petite voix critique, qui d'ailleurs est pas petite du tout, hein, qui est une grosse voix critique. Et ça, c'était vraiment, ah oui, ça a été vraiment intéressant parce que je savais qu'elle était là, je l'avais entreaperçue une fois, mais là, je l'ai vraiment vue, je l'ai vraiment entendue, dépourvue avec moins de force. La force était atténuée par le psychédélique. Par contre, je l'ai entendue et j'ai vu effectivement ce qu'elle me disait et c'était pas gentil du tout, en fait. Et ben, ça m'a donné vraiment une vraie piste, là, pour l'avenir, pour les semaines qui viennent, d'essayer d'explorer, de retrouver cette petite voix parce que je sens qu'elle est bien revenue et pas partie. C'est pas le fait de l'avoir vue, entendue, que ça a pas suffi, mais savoir qu'elle est là et l'entendre aussi distinctement, waouh! C'était, c'était fort, c'était fort. Du coup, j'ai compris tout ce qui m'anime sur la perfection, l'envie que tout soit toujours parfait, les contraintes que je me fixe, même des douleurs chroniques que je peux avoir. J'ai bien vu que tout ça était relié à ça. Donc voilà, donc très intéressant, un peu déstabilisant, mais ça donne des perspectives pour les semaines qui viennent. Merci de ce partage qui fait écho à une vulnérabilité, comme tu l'appelles, que j'ai relevée lors de ma session, d'une cérémonie avec l'Iboga, où ça me faisait un peu une liste des grandes caractéristiques de mon personnage. Je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Et tout était plutôt neutre, sympathique, etc. Jusqu'à ce qui est exigeante, en fait. Et sur le coup, quand j'ai eu ça, j'ai fait oui, c'est vrai. Enfin, vraiment, c'était tellement évident que je suis exigeante. Et ça résonne avec ce que tu as dit dans le sens où j'ai ce besoin de perfection aussi, d'où mon exigence. Et ça a dit oui, mais tu en deviens chiante. Et, et sur le coup, je fais oui, enfin, en gros, je suis comme ça, enfin, mon personnage est comme ça, complètement identifié, et c'était à ce moment-là complètement OK et assumé.
Sauf que là, je sors de quasiment 6 mois, 1 an de travaux dans ma maison et en même temps d'un postpartum, parce que je suis maman d'une petite fille de 8 mois et ça a été mon exigence, extrêmement, pénible pour mon conjoint et je crois pour moi-même aussi et d'ailleurs pour tous les artisans qui ont travaillé dans cette maison, au point où je pense qu'on a eu des points de tension qui étaient, très, très proches du point de rupture avec mon conjoint et là, je me suis dit: «Non, en fait, là, mon exigence, elle aurait pu me faire perdre, ma famille, quelque chose de très précieux pour moi, finalement pour, une matérialité, en gros une maison et là, ça va pas». Donc, tu vois, ça m'a fait comprendre que j'avais aussi à travailler sur cette exigence, sur ce besoin de perfection. Aller, creuser et comprendre, quelle est la raison sous-jacente pour laquelle j'ai besoin, de cette perfection. Parce que je me cachais un peu derrière sur le fait que la vie était parfaite, puisque ça aussi je l'ai goûté lors de certaines cérémonies, la perfection de la vie et je me cachais sous le fait du coup que, bah, c'est normal d'avoir ce besoin de perfection. Sauf que je crois qu'il y a la vie qui est parfaite et puis après il y a le personnage qui qui l'est un peu moins et qui peut trouver des raisons et des excuses pour justifier certains traits de caractère. Mmh. Oui, c'est vrai et puis c'est vrai que tu as raison, en fait, l'exigence, j'imagine qu'en général, quand on est exigeant vis-à-vis de soi-même, on est aussi exigeant vis-à-vis des autres Absolument. et et heu et oui, 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 complètement. Puis alors quand on est exigeant vis-à-vis de soi-même, on peut se faire du mal, en fait, c'est ça qui est terrible. On avec les autres, on peut faire du mal aux autres, mais entre guillemets, «c'est les autres», mais des fois, on peut se faire du mal à soi-même aussi avec ça, hein, donc ah bah, écoute, c'est intéressant. Alors on partage ça, on partage ça. Bah, merci de ce partage, merci bien. Écoute, alors Séverine, pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter avec, voilà, les mots que tu as envie de donner, les morceaux de vie que tu as envie de présenter. Je trouve que c'est vraiment un exercice qui est jamais, très facile et en plus, ça vient me cueillir à un moment, très particulier de ma vie puisque j'ai arrêté, de travailler depuis, maintenant, 9 mois. Ça n'était pas arrivé en tant que chef d'entreprise depuis, des années. Bah, comme je l'ai dit parce que voilà, j'ai voulu accueillir ma fille, dans les meilleures conditions qui soient et avoir du temps, pour elle et avec elle et aussi parce que, bah, ça devait durer 6 mois et puis finalement avec les travaux, ça a duré un peu plus longtemps. Et c'est vrai qu'avant, je saurais très bien me présenter et l'aspect professionnel, c'est une super carte de visite, je trouve, pour se présenter. Aujourd'hui, je sais un peu moins, qui je suis. Je sais ce qui occupe, mon temps, ce qui, me passionne. Donc je dirais, très brièvement, bah, oui, je suis, en ce moment, plutôt maman. Maman de cette, petite fille, encore au moins pendant, 15 jours, 3 semaines. Après là, je vais reprendre l'activité professionnelle. Professionnellement, je suis la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle qui amène du coup dans des états élargis de conscience que moi je préfère appeler état amoindri du mental parce que bon, finalement la conscience elle est toujours un peu là tout le temps. Donc état un peu amoindri du mental grâce à l'hypnose en l'occurrence et qui peut toucher du doigt un peu ce qu'on peut toucher pour certaines personnes avec les psychédéliques, mais sinon qui vont aller plutôt explorer du transgénérationnel ou des autres vies, ce qu'on peut appeler des autres vies, d'autres formes de conscience aussi. Après voilà, on y croit, on n'y croit pas, c'est très subjectif, ça peut être aussi très archétypal, il faut le dire, selon l'histoire de chacun. Je suis également, passionnée effectivement, bah, dans pour tous les états élargis de conscience d'une manière générale et ça fait avec l'hypnose, ça va avec l'hypnose, mais ça va également avec les médecines, heu, presque quelles qu'elles soient, en tout cas les médecines qui élargissent, vraiment, enfin qui permettent d'amoindrir cette identification au personnage. Voilà, une grande lectrice aussi, j'aime beaucoup, beaucoup la lecture. Je suis passionnée de psychologie aussi. Voilà, ça me fascine assez et heu et plus récemment, je commence à toucher un peu du doigt, la terre, sous le biais un peu des champignons. Ça m'a amenée de m'intéresser aux champignons d'une manière un peu générale. Je trouve ça assez passionnant comme, ouais, j'hésite à me lancer, plus pleinement dans cette activité, quelques voilà, champignons, nourriciers, on va dire mais ça prend du temps tout ça et le temps est précieux donc pour l'instant, je le réserve plutôt à ma famille. Très bien. Et j'aime bien cette, notion de d'état amoindri de mental. Parce que c'est vrai qu'en fait, état élargi de conscience, comme tu dis, la conscience, elle est toujours là, c'est qu'en fait, on y a moins accès, on y a plus accès, en fait, avec ces méthodes-là. C'est ça. Et l'accès à la conscience qui est élargi d'une certaine façon ou le mental qui est amoindri. Mmh. C'est vrai. Ouais, c'est intéressant de remettre en question parce que souvent on reprend, en fait, ce que les autres disent, sans réfléchir et là, c'est vrai qu'en réfléchissant,
Non, moi aussi, j'aurais envie de dire autre chose que état élargi de conscience. C'est vrai qu'on parlait d'état modifié, mais ça me convenait pas. Après, on s'est mis à parler d'état élargi. Mais c'est vrai que moi qui suis dans ce métier, hein, de par l'hypnose, ça me convenait toujours pas parce que ce que je constate, c'est que la conscience est et que c'est nous, c'est notre identification, au personnage, et notre fonctionnement mental qui s'amoindrit, qui fait qu'on y accède plus facilement à ce qui est toujours et c'est pour ça que je préfère parler d'état, amoindri du mental et de l'écho. Mmh. C'est vrai. Ça fait écho aussi aux théories sur le fait que la conscience serait là et même que notre conscience serait un morceau de la conscience globale et que notre cerveau aurait juste un rôle de filtre par rapport à cette conscience et il filtrerait. C'est le résidu serait, ce qu'on vit en fait, au quotidien. Oui, comme une radio. J'aime bien cette métaphore de la radio qui capte un petit peu de cette, conscience, pour pouvoir jouer l'expérience, hein. C'est vraiment pour le jeu, de l'expérience humaine. Sinon, c'est vrai que s'il y avait pas cette, individualité, on pourrait plus jouer, quoi. Ce serait Mmh. C'est vrai. autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, oui, bah, merci pour ça. Tu vois, ça me donne une idée tu me donnes une idée là par rapport aux définitions, à utiliser donc merci pour ça. Alors donc OK, donc ton chemin de vie en ce moment, tu es maman, il y a eu une interruption il y a quelques mois par rapport à ce que tu faisais avant. Hem, est-ce que, tu veux me parler peut-être un peu plus de ton chemin de vie avant? C'est-à-dire peut-être ton enfance ou quand tu étais jeune adulte en fait, comment tu as grandi? Comment tu as vécu ces périodes-là? Et avec un lien peut-être avec ce que tu es aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Une enfance, alors, bah, moi je suis née dans les années 80 donc à l'époque, on remet pas encore tout à fait nos parents essayent de faire mieux que leur enfance qui est souvent généralement un désastre total, puisque c'est post-guerre et cetera, mais beaucoup de violences, ordinaires non éducatives, parce qu'à l'époque on remet pas tout ça en cause, parce qu'il y a pas les mots aussi et pas le niveau de conscience planétaire pour tout ça. Donc pas mal de violences, physiques et psychologiques, qui font que je demande à ma maman, je crois que j'ai 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça, mais 8 ans, je dirais, «Quel est le sens de la vie?» Parce que franchement, je me dis pour, autant de souffrance, il doit y avoir forcément un sens. Ma maman me répond: «Aucun» et ça m'a c'était terrible, en fait. Ça a été vraiment j'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps parce que j'ai trouvé que c'était très dur de me dire autant de souffrance pour rien, pour aucun but. Donc voilà, donc ça a été vraiment quelque chose d'assez clé pour moi. Partie très vite du coup de chez moi à 18 ans et puis, très en colère, forcément très en colère contre, cette famille puisque, quand on quitte chez soi aussi en plus moi j'étais une femme alors je pouvais pas trop sortir, enfin c'était un peu compliqué. Donc je découvre un monde, je suis hyper innocente parce que je suis jamais sortie et en même temps hyper en colère parce que je découvre un monde où je me dis: «Mais c'est pas normal de taper ses enfants, de les maltraiter, psychologiquement et cetera». Donc très en colère. Et puis je suis vite maman, mon 1er mari me demande rapidement un enfant, donc à 20 ans, je deviens maman une première fois et et là, je me rends compte que je suis quand même pas mal déprimée du fait de mon enfance, très en colère et cetera et que je commence à reporter ça sur lui et je veux pas, en fait. Je veux vraiment pas. Donc je commence à travailler sur moi, en fait. Je me dis: «OK, il faut que je travaille sur moi». Mais je suis instable. Voilà, je suis émotionnellement instable parce que très immature. J'ai pas été, vraiment élevée, en fait, hein. Je me suis élevée toute seule dans cette violence et tout, donc très immature émotionnellement et je fais, tout ce que je peux et en fait, ce qui me sauve, c'est l'amour que je porte pour mon fils parce que j'essaye toujours d'être, meilleure, voilà, de faire de mon mieux et d'être meilleure pour lui, en fait. Et puis ça vient un petit peu heu tout s'écroule, quand mon fils a 7 ans, en fait, on lui détecte une tumeur au cerveau et puis, bah, il décède 11 mois plus tard de cette tumeur-là. J'ai 29 ans à ce moment-là et j'ai l'impression que plus rien ne me tient parce qu'en réalité, mon fils, c'était d'ailleurs, je le disais, c'était mon garde-fou, heu et là, à ce moment-là, j'ai pas réellement de métier. D'ailleurs, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mon fils parce qu'il devenait tétraplégique et cetera et puis, bah, quand on sait que son enfant va mourir, forcément, on veut passer les derniers instants avec lui. Donc j'ai pas de boulot, je suis à la rue. Clairement, je suis hébergée par mon ex-mari parce qu'entre-temps, on s'était séparés et cetera. Plus d'enfants. Je me sens déresponsabilisée au possible et donc un peu cette sensation pour me raccrocher, je reprends des études.
Voilà, j'avais pas fait beaucoup d'études du fait d'être jeune maman. Donc je reprends des études, je m'investis à fond et puis je suis repérée pour un job en Afrique, où je deviens, par évolution, directrice générale de campus universitaire français, et privé en Afrique. Sauf que, bah, moi, je suis en deuil, heu, je m'investis à fond dans ça, mais en même temps, je suis en deuil et forcément, comme toute maman en deuil, il y a cette question lancinante de: «Est-ce qu'il y a la vie après la mort?» Parce que je veux savoir si je vais revoir mon fils, en fait. Moi, c'est la seule chose qui me travaille au corps et la vie est drôle puisqu'elle me met, en contact avec tout plein de religions. C'est-à-dire que, bon, bah, je suis d'obédience catholique par nature puisque je suis née en France et que j'ai été, heu, baptisée à 2 mois. Je sors à ce moment-là avec un homme qui est témoin de Jéhovah. Je suis en Afrique, dans un pays 96 musulmans et du coup, je me dis: «Bah, tiens, je vais reprendre mes études, de protestantisme en parallèle de mon boulot pour, voir un petit peu, dans tout ça, ce melting pot religieux, s'il y a des réponses à ma question de la vie après la mort». Et puis finalement, je délaisse très vite tout ça parce que c'est très, dogmatique et ça me convient pas. Il y a de jolis messages d'amour, mais je sens qu'il y a quelque chose qui résonne pas en moi. Et finalement, tout doucement, je vais, vers une spiritualité plus personnelle et je m'intéresse à aussi plus à quelque chose d'expérientiel. Je sens que j'ai besoin d'expérience. D'autant plus que, juste avant de partir en Afrique, il m'était arrivé, 2 choses, très perturbantes. Parce que moi, du coup, j'étais, plutôt, agnostique. Heu, J'avais commencé à m'intéresser un peu au développement personnel quelques mois avant le décès de mon fils, mais j'avais tout rejeté à la mort de mon fils en me disant: «Bah, Dieu n'existe pas, enfin, quel Dieu enlèverait un petit garçon de 7 ans au lieu de moi? Enfin, c'est pas dans l'ordre des choses» et cetera. Et sauf que, quand mon fils est décédé, 6 mois après, j'ai eu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, mais sans accident. Je savais pas que ça existait, c'est rare, mais ça existe. C'est-à-dire que on me parlait un peu de guide spirituel, on me parlait un peu de tout ça, mais bon, moi, comme je l'ai dit, j'étais plutôt agnostique, bon, ni vraiment pour, ni vraiment contre, je croyais pas vraiment en tout ça. Et puis on m'avait dit: «Tu peux parler à tes guides spirituels juste avant de te coucher, peut-être qu'ils te répondront, quoi». Et c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé. Et au final, je me suis réveillée dans ce fameux tunnel dont tout le monde parle et je sentais que j'étais pas moi dans le sens, j'étais pas Séverine, j'étais pas le personnage, quoi. J'étais une conscience neutre qui observait, la lumière blanche au bout, qui observait la composition du tunnel, parce que j'entendais des orages, alors j'étais un peu, curieuse, on va dire, de voir d'où provenait le son d'orage et je remarquais que c'était le tunnel en soi qui était en fait un arc, c'était composé d'arcs électriques et que c'était ces arcs électriques-là qui composaient le tunnel jusqu'à cette lumière, mais du coup sans peur et sans volonté. Donc j'avais pas peur de ces arcs électriques, mais j'avais pas la volonté non plus d'avancer vers la lumière, juste j'observais. Et puis j'observais également, je pouvais dédoubler ma conscience et puis soit j'étais dans mon corps, enfin parce que j'avais quand même conscience qu'il y avait un corps physique qui vibrait et à ce moment-là, je voyais plus le tunnel, ou soit je pouvais revenir dans le tunnel, mais dans ce cas-là, j'avais plus accès au corps physique. Donc c'était voilà, je dédoublais ma conscience quelques minutes comme ça, jusqu'à Ben, revenir. excuse-moi. Et là, tu étais endormie, en fait, ou tu étais réveillée? C'est-à-dire, c'était comme une sorte de rêve? Parce que tu as dit: «Je me suis réveillée et j'étais comme ça». Et ben parce que c'est comme ça que je l'ai vécu dans le sens où moi je suis partie me coucher et quand je me suis réveillée, parce que c'est l'impression que j'ai eue, j'étais dans une autre réalité, mais qui est plus réelle que la nôtre encore, qui était vraiment, je sais que c'est pas un rêve, par exemple. Voilà, Mmh. je sais que le rêve, ça laisse quelque chose un peu diffus à la fin, même un rêve qui a l'air, vraiment très prégnant. Là, pour le coup, je savais que j'étais réveillée, donc ma conscience était pleinement éveillée, mais j'étais dans une autre réalité. En l'occurrence, cette réalité, elle était double, parce qu'elle pouvait être soit dans le corps qui est en train de vibrer, soit dans ce tunnel. Donc, j'avais en plus une double conscience. Enfin, je pouvais vraiment dissocier ma conscience sur 2 niveaux de réalité, soit terrestre dans le corps, soit, dans ce passage, ce sas, c'est un peu comme ça que je le vois, une sorte de sas. Et quand l'expérience s'est arrêtée, c'est comme ça que je le dirais, je suis revenue donc pleinement dans le corps et dans cette réalité-là, terrestre, et rien n'avait vraiment changé, si ce n'est que par contre j'avais la foi. Une foi, mais indéfectible qui ne m'a plus jamais quittée, où là je savais du coup qu'il y avait une vie après la mort. Pourtant j'ai pas vu mon fils, il s'est rien passé, je sais pas ce qu'il y a derrière cette lumière, voilà. Mais je savais qu'il y avait quelque chose d'autre que cette réalité terrestre. Ça c'était vraiment, très, très voilà, j'en étais vraiment sûre. Et dans cette même période, on m'avait conseillé d'aller voir un médium, chose auquel je ne croyais absolument pas.
Et quand je suis arrivée, j'ai à peine fermé la porte. Elle savait juste que je m'appelais Séverine. J'ai fermé la porte et elle m'a dit: «Ah bah, il se demandait quand est-ce que vous alliez venir». Je l'ai regardée, elle m'a dit: «Bah, vous venez bien voir un petit garçon de 7 ans». Et et voilà. Et ça a été ça, pendant 1 heure. Enfin, c'était vraiment incroyable, jusqu'au point où vraiment je me suis assise et elle m'a dit: «Il me dit que vous avez un dictaphone, que vous voulez enregistrer, mais que vous êtes tellement perturbée que vous allez oublier». Et c'était vrai. J'avais un dictaphone dans mon sac et j'avais complètement oublié que je voulais enregistrer la séance tellement depuis dès que j'ai fermé la porte, elle m'enchaînait d'informations qui étaient vraies et qu'elle ne pouvait pas savoir si mon fils, en tout cas, si la conscience qui a joué le rôle de mon fils n'était pas présente. Et Donc voilà, alors donc ça, ces 2 c'était combien de temps après le décès de ton fils? Que ça s'est 6 mois à peu près, 6 6 mois mois. après le décès de mon fils. Oui, donc en plus, c'était, parce que on pourrait dire, oui, le choc peut entraîner des expériences un peu extraordinaires, mais là, tu étais 6 mois après, donc en fait, c'était bien sûr que tu étais en deuil toujours, mais tu étais pas dans le choc immédiat, en fait, de Non, et l'événement. puis le choc immédiat quand on a un enfant malade, il est pas au moment de la mort. Moi, le choc immédiat, il est au moment de l'annonce de la maladie parce que, il est décédé en 11 mois. Donc en fait, le choc, c'était les 3-4 premiers mois où là, j'ai pleuré, où vraiment j'ai ressenti le choc comme un uppercut. D'ailleurs, quand on m'a annoncé qu'il allait mourir, c'était pas une maladie, c'était une maladie incurable, j'ai vraiment ressenti un uppercut dans le plexus solaire. Et ça a été le choc. Et là, pendant 4 mois, j'ai pleuré tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que mon fils d'ailleurs, un jour, dise: «Ah c'est» enfin, mon ex-mari entendait un petit bruit, il dit: «C'est quoi ce bruit?» Puis mon fils il dit: «Ah c'est rien, c'est maman qui pleure encore». Et en fait, ça a été une douche froide parce que quand il a dit ça, je me suis dit: «Mais il a raison, c'est pas maintenant qu'il faut pleurer. Là, c'est maintenant, on profite en fait». Et là déjà, il y a une première expérience spirituelle, mais que j'identifie pas à l'époque, qui arrive. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a plus de futur, d'ailleurs il y en a jamais eu, et que ça sert à rien de s'asseoir sur le passé, ben, en fait, il reste plus qu'une chose, c'est le présent. Et en fait, il y a une expérience incroyable qui commence à se mettre en place, c'est de vivre l'instant présent à 100. Parce que c'est ce qu'on fait quand il y a plus de ce présent-là. Et et j'arrivais pas à le mettre en mots à l'époque, mais c'était ça. On vivait dans la grâce de l'instant présent et c'était d'une puissance et d'une beauté. Et j'essayais d'expliquer ça aux psychologues de l'hôpital parce qu'on est suivi, bien sûr, quand c'est comme ça, et ils comprenaient pas parce qu'il y avait ce côté, je lui disais, mais qui est complètement terrible parce que je sais que mon fils va mourir et en même temps, je vis quelque chose que je ne peux pas vous décrire, qui est juste ineffable. Et c'était vraiment la grâce de l'instant présent, parce qu'on n'avait que ça. Et ça a été vraiment la première expérience spirituelle que mon fils m'a fait vivre, d'une certaine façon. Ça, tu l'as vécu, en fait, quand il a fait cette remarque sur le fait que tu pleurais et Oui. que tu as arrêté de pleurer, en fait. C'est là que tu as J'ai commencé. arrêté de pleurer et j'ai commencé à vivre dans l'instant présent avec lui. Bon, tout à fait. Et ça, c'était puissant, mais vraiment très puissant. Puis après, il y a eu cette expérience j'aime pas de rôle, du coup, l'appeler mort imminente, puisque moi, j'étais en sieste à la base, cette médium. Du coup, cette quête spirituelle, dogmatique au début, par les religions, puis personnelle, qui m'amène vers des sorties hors du corps, parce que du coup, comme je cherche l'expérience, je commence à m'intéresser aux sorties hors du corps et aux trans. Je fais quelques sorties hors du corps, mais ça me demande une énergie folle d'arriver, j'y arrive, c'est pas le sujet, mais c'est très, voilà, pour y arriver, moi, je dois m'entraîner comme une athlète, quoi. Donc c'est vraiment, c'est très dur. Donc une Mais fois que j'en qu'est-ce fais 2. que tu fais exactement pour, sortir du corps? C'est quoi tes Alors, actions? beaucoup de méditation et beaucoup de respiration type un petit peu, hyperventilation, avec, des réveils nocturnes. Donc on se réveille exprès, au milieu de la nuit pour refaire des exercices de respiration. Et donc j'en fais matin, soir avant de me coucher, puis, de nouveau pendant la nuit. Donc voilà, donc c'est très, exigeant. Ça fonctionne bien, mais c'est quand même très exigeant. Il y a des gens qui ont plus de facilité, d'autres encore moins que moi. Heu, mais ça me conforte sur l'idée qu'il se passe quand même quelque chose, je sens du coup que j'ai un corps subtil, puisque quand je fais les 2-3 sorties, 3 sorties hors du corps, je rends compte que j'ai un corps subtil. Donc là, ça me conforte dans l'idée qu'il y a vraiment quelque chose. Et puis je commence très vite à m'intéresser aux trans grâce à un livre qui s'appelle, Les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon, dont c'est le métier en fait. Elle fait de l'hypnose spirituelle. Et là, quand je referme ce bouquin, je sais que c'est mon métier en fait. Je sais pas pourquoi, parce que je m'étais jamais vraiment intéressée aux autres vies, on va dire, puisque il y avait une sorte d'évidence, en fait. Dès l'instant que j'avais eu cette EMI, c'était évident, du coup, que la vie continuait. Donc, si elle continuait, il devait y avoir d'autres vies, quoi, d'autres incarnations et tout. Je m'intéressais plutôt aux vies extraterrestres. Moi, c'était vraiment plus ça. Et elle,
rejoignait les 2 en fait. Elle parlait d'extraterrestres, mais elle parlait également des autres vies. Mais c'est vrai que quand j'ai fermé ce bouquin, c'était une évidence et heu et je me suis formée, lancée tout de suite, ça a marché, tout de suite. La différence par contre, c'est que moi je me suis beaucoup formée parce que c'était très, voilà, je trouvais que c'était assez faible comme formation. Il y avait pas, de psychologie par exemple, il y avait pas de recouvrement d'âme ou de défunts. On parlait pas de défunts, on parlait pas d'entités, on parlait pas de tout ça. Sauf que, bah, dans les faits, quand on est en transe, des fois il y a des défunts qui apparaissent, des fois il y a des entités et puis il y a surtout l'accueil des traumas et ça, si on n'a pas de base psychologique un peu stable, un peu voilà, c'est un peu compliqué. Donc moi, je me suis beaucoup formée à tout ça et puis, bah, ça a formé sans que je le veuille, mais l'hypnose transpersonnelle, puisqu'on a commencé à me contacter en me disant: «Ah mais je vois que tu fais les choses un peu différemment et j'aimerais bien que tu nous formes» et puis j'ai lancé la formation du coup hypnose transpersonnelle et voilà comment, j'en suis venue à ça aujourd'hui. Hem Et pour le lien avec les psychédéliques, bah, c'est à l'époque, mon second mari était très contre tout ça. C'était la drogue, c'était mal. Et puis surtout, je pense que lui, il a très certainement dans une autre vie une histoire avec ça. En tout cas, il était très méfiant de ça. Et moi, je pense que j'étais pas assez affirmée, pas assez affirmée, mais surtout pas assez informée, du coup, pour aller au-delà de ce premier avis. Heu, donc j'y ai pas touché et ça m'a permis de développer finalement l'hypnose. Mais quand on s'est séparés, bah, j'avais toujours cet appel-là en moi, hein, quand même, hein, c'était toujours là. Au début, c'était: «Ah, j'essaierais bien les champignons». J'avais entendu que c'était rigolo, qu'on rigolait bien, voilà, c'était un peu ça. Mais sauf que je sentais que voilà, ça restait quand même très présent et puis, bah, comme par hasard, eh bien le hasard de la vie fait que, on m'a présenté 2 contacts, heu, dès que je me suis séparée pour pouvoir, avoir des accompagnements, un avec ce que j'appelle le cœur, c'est-à-dire la MDMA et de la médecine du cœur et l'autre avec le bois, ce que j'appelle l'iboga du coup, au Gabon et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est en 15 jours, j'ai fait une session de MDMA et 15 jours plus tard, j'ai fait, une session, d'iboga, enfin une initiation à Et alors donc l'hypnose transpersonnelle, tu l'as découverte avant les psychédéliques ou en parallèle? avant, Avant. avant, Et tu t'es formé, tu as développé ta pratique, d'hypnose transpersonnelle avant les psychédéliques? absolument et en fait, c'est aujourd'hui, je me dis: «Tout est d'une justesse incroyable» parce que quand j'ai découvert les médecines, c'était très facile pour moi de naviguer avec les médecines parce que c'est juste l'outil qui change. C'est-à-dire qu'au lieu de l'hypnose, c'est des médecines, mais on va exactement aux mêmes endroits, dans le transpersonnel. Donc c'était, alors on peut aller dans l'intrapersonnel bien sûr, mais on va surtout dans le transpersonnel avec les médecines et donc c'était très facile parce que, bah, j'ai été formée au transpersonnel, c'est ma spécialité. Donc je suis formée au transgénérationnel, aux autres vies, aux entités, aux défunts, à tout ce qu'on peut rencontrer. La seule chose à laquelle j'étais pas préparée, c'était la dissolution de l'ego parce qu'effectivement ça, je l'avais jamais touché du doigt avec l'hypnose et à l'expérience du soi parce qu'en fait, je savais même pas que ça existait et que moi, la seule intention que j'avais à chaque fois, c'était: «J'aimerais, voir la structure de la réalité». C'était mon intention. Je me rappelle, je le formulais comme ça: «Je veux voir la structure de la réalité». Je veux voir le côté très mental que je peux avoir, très analytique que j'ai, fait que je voulais voir la structure de la réalité. Bon, bah, à un moment, voilà, il y a eu l'expérience du soi. Là, j'ai compris, mais mais au début, voilà, j'ai pas demandé parce que je savais pas que ça existait. Mmh. Ni Bah, l'un ni l'autre d'ailleurs. c'est ce que je trouve intéressant avec ton expérience, c'est qu'on sent que tu es, très rationnel justement, hein. Tu as un côté, très les pieds sur terre, rationnel et donc c'est intéressant de t'entendre parler de tout ça parce que, bah, il y a beaucoup de gens qui se disent, qui comprennent pas en fait, hein, ces choses-là et qui se disent que c'est un peu de la folie, que c'est des choses qui sont pas raisonnables, qu'on nous raconte n'importe quoi et moi je trouve ça vraiment intéressant d'avoir, bah, oui, ton point de vue en tant que personne très rationnelle parce que, c'est un peu moi, c'est pareil, hein, j'ai aussi une formation scientifique, je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel au départ et et je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel, mais qui a vu des choses, pas rationnelles du tout et C'était dur au début pour moi, hein. ouais, ouais, bah, oui. Il y a une telle influence en France de: «Vous êtes des drogués, c'est mal, c'est pas bien, mon Dieu». Enfin, moi, j'ai vu des regards qui me disaient, «Elle est perdue, quoi. On est en train de la perdre. Elle est en train de se droguer». Et c'était dur parce que je crois que même moi, j'avais cette image de moi, alors que factuellement, quand je suis sous les médecines, déjà, je suis
parfaitement présente. Alors après, ça dépend des médecines, parce que l'iboga, on est beaucoup moins présent à son environnement et tout, mais avec le LSD, le champignon, le 2CB, j'en sais rien, tout plein d'autres médecines, on est parfaitement conscient qu'on est sous médecine. Et puis surtout, c'est que je voyais bien que ça me faisait pas de mal. Au contraire, à chaque fois, ça me rendait meilleure, ça me faisait comprendre quelque chose. Donc au début, comme c'était dur et que j'avais moi-même cette image de moi, j'étais toujours bon. Alors je prends les médecines, mais c'est pour travailler. Je travaille en psychothérapie sur moi, c'est toujours pour travailler, etc. Et puis un jour, les médecines, ça m'a vraiment gentiment fait comprendre que si je voulais toucher du doigt un peu autre chose que de la thérapie, bah, allait falloir que je travaille sur l'image que j'avais de ces médecines, et de mon rapport à elles, en fait. Et je me suis dit: «Mais c'est vrai ça!» Enfin, je veux dire, si on parle de drogue dans un sens négatif, à savoir, qui détruit une vie, dans ce cas-là, j'étais à l'opposé. Ça détruisait pas ma vie, ça détruisait pas mon environnement, ça détruisait pas ma famille. Au contraire, nous, avec mon conjoint, on s'est séparés 4 fois les 6 premiers mois de notre relation et c'est clairement la MDMA qui a sauvé notre couple. Mmh. C'est vraiment la prise commune d'MDMA et du coup la communication que ça a générée avec cette ouverture de cœur qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui. Parce que Mmh. sinon, ça aurait été très compliqué tellement on venait de 2 univers différents et le fait de voir que ces différences étaient une force et non pas l'inverse, une faiblesse, c'est la MDMA qui nous l'a donné et je crois qu'il y a un moment, il y a ce travail en France, ce regard en France qui est à changer et c'est vrai que les interviews que j'ai pu faire, des fois, j'ai eu des retours horribles comme quoi je prônais la drogue, mais la drogue, ça n'existe pas. Il existe des drogues, des médecines, tous différentes, certaines qui amoindrissent l'état du mental, d'autres au contraire qui effectivement, je trouve, enferment un peu, heu et quand bien même la personne, elle veut s'enfermer dans certaines médecines, si elle ne fait de mal à personne, c'est son choix, en fait. Mmh. Alors moi, je trouve que c'est vraiment un point très, très important, en fait, et j'aimerais bien y revenir parce que pour les personnes qui nous écoutent et qui, heu parce que moi, c'est pareil, j'étais comme ça, j'étais très formaté, hein, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de tester les psychédéliques parce que pour moi, les psychédéliques, c'était interdit. Si c'était interdit, c'est que c'était dangereux et donc j'allais pas essayer puisque je suis quelqu'un de très rationnel et de très prudent, et cetera et et le jour où la première fois que j'ai pris, une de mes premières réactions, c'est de dire: «Mais pourquoi c'est interdit? Ça n'a aucun sens, c'est quelque chose qui peut changer le monde. Pourquoi c'est interdit?» Je ne comprenais pas. Mais je comprends par contre, je pense que c'est important de se rappeler que voilà, il y a beaucoup de gens, la majorité des personnes sont dans ce formatage-là, mais c'est normal en fait, parce qu'on moi, on l'était aussi d'une certaine façon. J'en veux à personne. Je pense que c'est complètement normal, c'est la société qui a formaté les choses pour des raisons qui sont des raisons politiques essentiellement. On nous a mis dans la tête un certain nombre de choses, mais il faut savoir que ces choses-là, certaines ne sont pas vraies. Alors tout n'est pas faux non plus, mais certaines ne sont pas vraies. Et ça, c'est vraiment important de se le dire. Et moi, je milite vraiment pour que les gens expérimentent. Voilà, expérimentent, si possible, de façon légale. Et c'est possible. Hein. Ma première expérience, elle était légale. Elle était aux Pays-Bas parce que c'était important pour moi que ce soit légal. Et moi, je pousse vraiment les personnes à essayer à expérimenter ça pour se faire leur propre opinion sur les choses. Et après, sur les drogues, oui, complètement d'accord. C'est vrai que alors il y a déjà les drogues, il y a plein de choses. Ça recouvre plein de choses différentes. Des choses légales et illégales d'ailleurs aussi, puisque finalement l'alcool, c'est une drogue et c'est une drogue légale. Le Le tabac, café c'est aussi. voilà, c'est une drogue et donc voilà, donc déjà drogue, ça veut rien dire parce que ça recouvre plein de choses différentes et dans ces drogues, il y a des choses qui sont porteurs de développement, qui sont pas addictives, qui sont pas dangereuses comme les psychédéliques par exemple. Hem Et puis il y a des drogues qui sont plus dangereuses parce qu'effectivement, menant à plus d'addiction, avec des risques d'overdose, des drogues qui peuvent mettre, la vie des personnes, hem si je pense par exemple à l'héroïne, c'est une drogue qui est difficile parce que les héroïnomanes ont tendance à s'isoler et à voilà. Mais après, effectivement, dédramatiser, regarder les choses sous un angle analytique, c'est vraiment intéressant. Moi, j'invite vraiment les gens alors il y a des analyses qui existent sur justement qui mesurent en fait l'impact des drogues, quelles sont les drogues les plus dangereuses, quelles sont les moins dangereuses. Aujourd'hui, quand on fait l'analyse, la drogue la plus dangereuse pour soi-même et pour l'environnement, hein, tu la connais, c'est Oui, l'alcool. Voilà. absolument. L'alcool qui est tout en haut de la liste, en fait. Il y a un professeur, anglais qui a fait l'analyse, qui a classé toutes les drogues légales et illégales et c'est l'alcool qui est la plus dangereuse. Alors, je veux pas diaboliser l'alcool parce que moi, quand je dis ça, je sens aussi souvent chez des personnes qui disent: «Ah oui, mais moi,
quand même boire un verre, ça va, ça passe, et cetera. Donc mon idée, c'est pas de diaboliser l'alcool, c'est de dire que si on accepte l'alcool et que plein de gens gèrent très bien l'alcool, pourquoi on n'accepte pas tout ce qui est tout en bas de la courbe, qui sont les psychédéliques, par exemple, dans lequel le degré de danger est bien moins élevé. Et puis Donc moi je prendrai jamais d'héroïne. Vraiment ça je sais que je n'irai jamais dans cette voie parce que je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle, heu, vu le produit addictif que ça a, le côté addictif. Mais le problème de l'héroïne, c'est plus que son addiction, c'est la prohibition, c'est l'interdiction de l'héroïne. Parce que les gens s'ils se retrouvent à être, à voler, à se sentir comme une sous-merde, hein, parce que c'est comme ça qu'ils se sentent, hein, concrètement quand ils volent leurs, parents, leurs, amis et cetera pour une dose, donc qui se prostituent et cetera. C'est l'interdiction des médecines. Si aujourd'hui, il y avait une légalisation, des médecines, il y aurait beaucoup moins de problèmes et certainement une plus grande facilité aux personnes, héroïnomanes qui se droguent d'arrêter tout simplement s'ils le veulent. Parce que s'ils le veulent pas, encore une fois, s'ils font pas de mal à la société, c'est leur choix. Personne critique quelqu'un qui boit de l'alcool, qui fume une cigarette, et cetera. Pourtant, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus addictif et dangereux, quoi. c'est ça, l'alcool est plus dangereux que l'héroïne. Ça, c'est un truc, il faut le dire et le redire. C'est Oui, plus dangereux que l'héroïne pour soi-même et pour l'environnement. Parce que l'alcool, c'est les risques sur soi, de santé. Alors, quand je parle d'alcool, c'est une consommation, c'est l'alcoolisme, hein, c'est pas effectivement boire un petit verre de temps en temps. Mais, l'alcool à dose soutenue, ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur l'environnement avec, les accidents de la route, avec les violences, familiales, les violences tout court. Et cetera. Donc il faut le rappeler, l'alcool, c'est le plus dangereux. Mais là encore, il s'agit pas de diaboliser l'alcool. Il faut pas aller dans cette direction parce que quand on fait ça, on se met à dos, plein de gens. Et en fait, non, c'est juste de se dire, si on est capable de gérer l'alcool et aujourd'hui on le gère. Aujourd'hui, l'alcool est dans nos sociétés et on le gère. Il y a des difficultés, on le gère. Donc, quid de toutes les drogues qui sont en dessous, qui sont bien moins dangereuses, même certaines qui sont bénéfiques? Parce que les en fait, psychédéliques, l'idée, c'est de c'est pas être bénéfique, clivant. c'est une médecine. Je pense C'est pas ça, qu'on puisse dire que l'alcool est une médecine, par exemple. Heu l'idée, c'est de pas être clivant parce que souvent, enfin, il y a vraiment eu un temps où, ah bah oui, mais du coup, les cocaïnomanes détestaient les héroïnomanes, et cetera. Et en fait, ah bah aujourd'hui, ceux qui touchent aux psychédéliques vont détester les cocaïnomanes en disant c'est pas des psychédéliques, et cetera. Et en fait, on continue de cliver, quoi. Et moi, je l'ai vu dans mon métier aussi. Ah oui, mais les psychologues, vous êtes des psychopraticiens, vous n'êtes pas des psychologues, et cetera. Et en fait, voilà, l'être humain adore cliver. Et je pense qu'on est dans un niveau de conscience où aujourd'hui, on peut commencer à réunir et à se dire que peut-être en bonne intelligence, il y a des différences et en même temps, bah, dans ces différences-là, ça apprend, ça apporte quelque chose. Enfin, je veux dire, l'héroïne et le sida fait qu'on a la réduction des risques aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, on voit le côté positif aussi de tout ça et je crois qu'il faut arrêter de cliver et juste s'adapter. Heu, pour moi, c'est toujours l'interdiction mais c'est une question politique, en fait et là, moi, je fais Mmh. Non, mais c'est bien d'effectivement arrêter de cliver et oui, ouais, complètement. C'est le bon message, je suis d'accord. OK, écoute, très bien. Alors on a parlé tu as parlé un petit peu d'hypnose transpersonnelle, donc qui est devenue aujourd'hui ton activité. Est-ce que, bah, tu veux m'expliquer qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que dans ta pratique, puisqu'il y a plusieurs écoles, hein, il y a l'hypnose spirituelle ou l'hypnose régressive, hein, quelquefois dont oui. on parle. Toi, c'est l'hypnose transpersonnelle qui est ton approche de l'hypnose, heu, de cette forme d'hypnose. Est-ce que, tu veux me décrire un petit peu ce que c'est dans ta pratique? Bien sûr. Alors l'hypnose transpersonnelle fait partie du domaine des hypnoses spirituelles. Donc on va dire que l'hypnose spirituelle, c'est un peu le domaine chapeau de toutes les autres hypnoses. Moi, j'aime pas bien parler d'hypnose régressive parce qu'en fait, on régresse pas. Enfin, d'ailleurs, c'est pas très joli, quoi. Quand on régresse, c'est quoi? C'est qu'on va, dans l'enfance. Donc dans ce cas-là, je préfère parler, de 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 l'enfant intérieur, enfin de l'enfant qu'on était ou de transgénérationnel parce que très souvent l'enfant amène très vite au transgénérationnel. L'hy Mon hypnose, elle est différente dans le sens où, en fait, comme je l'ai dit, elle mélange de la psychologie, des bases de psychothérapie, en fait, ce que n'a pas généralement les autres hypnoses dites spirituelles. Il y a pas de base de psychologie, mais également des contacts défunts, des contacts avec, d'autres consciences type extraterrestres ou même ce que j'appelle la conscience supérieure, hein, c'est-à-dire vraiment notre soi supérieur. Voilà, la notre conscience à un autre niveau, dimension, une autre dimension qui est peut-être un peu moins matérielle, et plus sage, surtout vraiment la partie la plus sage de nous-mêmes. C'est souvent comme ça que j'aime à l'appeler.
Donc moi, j'utilise l'hypnose. Des fois, je l'utilise même pas. J'ai même pas besoin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'évolution de conscience, je sens qu'il y a des personnes, elles ont même pas besoin d'hypnose, juste la conversation ou certains, le fait de se concentrer sur certains détails de leur vie et tout fait que ça amène en transe. En tout cas, voilà, je fais en sorte que la personne rentre en transe avec de l'hypnose ou pas, pour aller voir, ça dépend ce que j'ai ressenti pendant l'entretien, parce que je commence toujours la séance par un long entretien de 45 minutes environ. Selon ce que j'ai ressenti, soit j'amène directement justement dans l'enfance, parce qu'on va pas se mentir, hein, l'enfance, c'est quand même souvent le berceau, de toutes les difficultés de la personne. Alors ça peut être l'enfance, mais ça peut être également, ce que Stanislas Grof appelait les matrices prénatales, donc ça peut être, au sein de l'utérus, de la maman, mais c'est vraiment là, généralement, que ça se joue, les premières difficultés. Ou alors je laisse la vie, la grande intelligence de la vie faire son œuvre et puis je vois où elle nous amène et elle peut nous amener dans ce qu'on appelle des autres vies. Moi, pareil, j'aime pas appeler vie antérieure parce que, bah, il y a pas de notion de temps en fait, puisqu'il n'y a qu'un éternel présent, et que tout se joue simultanément. Donc je préfère à dire des autres vies de nous qui sont là également en présence et dont on peut avoir parfaitement accès. Et alors quand on va voir des autres vies, là encore, je fais aussi très attention puisque ça peut être, effectivement une véritable autre vie. Là, je le vois souvent quand la personne reconnaît quelqu'un, elle se dit: «Bah, tiens, cette personne dans cette autre vie, je la connais dans ma vie actuelle». Ou quand, par exemple, il y a, ce qu'on appelle un recouvrement d'âme, c'est-à-dire qu'elle sent qu'une partie d'elle est restée bloquée dans cette vie-là et qu'elle récupère, on va dire, cette énergie, pour se sentir plus complète, pour, voilà, ça c'est vraiment, quelque chose où je sais que c'est vraiment une autre vie de la personne. Et puis des fois, on sent que c'est des vies complètement, archétypales, symboliques, parce que c'est peut-être un peu difficile pour la personne, d'aller voir frontalement, ce qui s'est passé dans l'enfance et la grande intelligence de la vie amène une vie un peu symbolique, un peu archétypale à la personne et c'est ensuite, dans un second temps, donc on fait un peu une exploration de cette vie-là et ensuite dans un second temps, on va aller parler justement à ce que j'appelle la conscience supérieure, c'est-à-dire à cette grande sagesse de la personne pour aller voir quel est le lien entre cette vie symbolique, archétypale et la vie de la personne. Et il y a toujours un lien. De toute façon, quelle que soit la vie montrée, ça peut être aussi une vie qui n'a rien à voir avec la personne, mais qui est un peu comme un conte. C'est-à-dire la conscience supérieure amène une histoire en disant: «Bah, voilà, moi je te donne cette histoire comme morale et la morale de l'histoire, c'est ça et en fait, on aimerait te dire d'arrêter de faire ça dans ta vie au compte enfin, arrêter. On t'invite à arrêter de faire ça, parce qu'il y a jamais rien d'imposé ou tiens, tu peux y aller, quoi. Au contraire, vas-y, n'aie pas peur. Il y a ça, c'est que pour le mieux». Et ça, vraiment, c'est ce que j'appelle la morale de l'histoire. Donc, souvent, il y a vraiment dans les autres vies des archétypes, des morales, ou alors vraiment une autre vie réelle de la personne où il y a un blocage, où il y a quelque chose à comprendre et à débloquer. Mais en tout cas, il y a toujours un lien avec la personne dans son présent actuel. C'est-à-dire que vraiment tout ce qui lui est accessible, c'est en lien avec ce qu'elle vit pour répondre à un questionnement actuel ou un blocage. Après, par contre, c'est vrai que la personne, elle peut venir avec une intention, puis bah, finalement, son âme, elle a envie de travailler sur complètement autre chose, parce que bah, c'est là qu'elle sent que c'est qu'il faut aller travailler. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on a du transgénérationnel. On va aller libérer des fois des ancêtres, on va aller libérer notre lignée maternelle ou paternelle, parce qu'on se rend compte qu'on a génétiquement récupéré un, un bout de l'histoire de notre famille et que d'une certaine façon, c'est à nous de le libérer. Alors, il y a des gens, ils disent: «Oui, mais c'est injuste, ça m'appartient pas, c'est à ma mère, c'est à mon père et cetera». Mais bon, faut comprendre que, ça, c'est vraiment, le personnage, hein, l'ego qui est pas content avec ça et d'une certaine façon, terrestrement parlant, j'entends que c'est injuste. Mais d'un point de vue de l'âme, c'est complètement OK puisque ça faisait partie de ses missions, quoi. Elle s'est dit: «Bah, tiens, moi, je vais venir dans cette famille parce que je vais libérer ça», mais aussi parce que ça correspond à son histoire d'âme. Faut savoir qu'une âme le choix d'une famille, déjà, il y a le choix d'une famille qui est toujours en syntonie vibratoire par rapport à là où en est l'âme, tout simplement. Elle se choisit une histoire qui est en lien avec ce qu'elle a à continuer de vivre, terrestrement parlant, pour pouvoir évoluer. Et ça se fait un peu automatiquement, énergétiquement. Du coup, ça se réunit parce que, et ça fait évoluer, donc le niveau de conscience de cette lignée familiale évolue en même temps que l'âme, parce que
tout est interconnecté, tout est fractal. Donc c'est ça qui est fou, c'est que quand on travaille sur soi, en fait, on travaille pas seulement sur soi, on travaille à la libération de nos lignées, mais on travaille également, à la libération, du collectif, humain, du collectif planétaire même, de la Terre au sein de sa position dans la galaxie. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai vu, sous médecine, sous champignons, où vraiment je voyais qu'en travaillant, il y avait quelque chose de l'ordre, sur la sexualité au niveau de ma lignée paternelle, et en travaillant, en libérant sur ça, j'ai vu que boum, ça libérait, la lignée, le collectif humain, et que ça c'était fractal en fait. C'est vraiment, et que tout était, hem, interconnecté, et se faisait, très naturellement en fait, que c'est vraiment, ça se fait, je sais pas comment dire, mais c'est-à-dire qu'on atterrit dans cette famille, oui, parce qu'on connaît certaines âmes, mais aussi parce que c'est là où notre âme, peut évoluer ou peut apporter quelque chose. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des, alors on apprend toujours, mais il y a quand même des âmes qui sont quand même un peu plus conscientes, évoluées, qui sont pas tant là pour évoluer ou pour apprendre, mais pour plutôt faire évoluer, l'humanité en fait, et qui viennent apporter, enseigner, et cetera, pour faire évoluer le collectif humain, pour réveiller un peu Mmh. la conscience humaine. Mmh. Ah oui, alors hyper intéressant, juste un petit point parce que je me mets à la place de certaines personnes qui peuvent nous entendre parler et se dire: «Waouh, mais c'est quand même, ils affirment des choses et cetera, quand même, c'est ça a l'air très construit» et moi, je connais pas du tout ces trucs-là et ça me parle pas du tout et peut-être c'est un peu du n'importe quoi. J'ai été dans cette position il y a quelques années, hein, je pense que j'aurais vu notre entretien quelques années plus tôt. J'aurais dit: «Mais très bien, mais tout ça, c'est où les preuves? Hein, les preuves scientifiques et cetera». Et là-dessus, moi, ce que j'aimerais dire aux personnes, c'est essayer. Essayer, alors je j'invite pas à prendre des drogues, hein, ça c'est un choix personnel. Là, on parle Sous de des choses hypnose. exactement, là, il y a pas de drogue, c'est l'hypnose transpersonnelle, c'est un process, tu vas nous en parler peut-être plus du détail, comment on rentre en transe et cetera. C'est un process dans lequel il y a aucune substance et dans ce process-là, on peut voir des choses, on peut vivre, on peut comprendre des choses qui sont incroyables. Donc moi, vraiment, mon message, c'est vous nous entendez parler, vous vous dites: «Qu'est-ce que c'est que ça?» et il y a pas de preuves et ça me paraît vraiment perché. Moi, je vous dis: «Essayez, essayez». Ça coûte pas grand-chose. Ça coûte peut-être une consultation, ça coûte un week-end, ça coûte un stage, mais franchement, faites-vous votre idée par vous-même et vous verrez, vous serez surpris. Il se passe des choses et il se passe des choses pour tout le monde. Heu, je pense pas qu'il y ait quelqu'un, enfin moi j'ai fait je m'étais formé en hypnose, spirituelle, alors donc c'était l'hypnose spirituelle avec Synapse, avec mon ami, Philippe Vernois et hem et dans le groupe qu'on constituait, tout le monde a vécu des expériences complètement incroyables. Personne n'est passé à côté d'une expérience. Donc voilà, donc j'aimerais juste peut-être faire cette petite parenthèse parce que je me mets à la place des personnes qui, parce que c'est vrai qu'on est, assez rapidement en fait, on a notre vocabulaire, à force de côtoyer toutes ces choses-là, on va quelquefois à l'essentiel et on peut rater les étapes. Donc je rappelle juste ça, avec ce petit conseil de, faites-vous votre idée par vous-même. Il y a l'hypnose transpersonnelle, mais il y a d'autres modes de transe. Il y a la transe par le tambour, il y a, l'arrêt de la respiration, respiration La de cropie, respiration, le tous les types de respiration où il y a aucune substance qui est prise et pour autant on vit des expériences incroyables. Donc ouais, super, super intéressant. Alors, donc tu disais que finalement parfois, alors oui, déjà ma question c'est est-ce que tu fais ça dans des consultations individuelles ou en groupe ou les 2? mmh. Essentiellement individuel, mais ça peut m'arriver quand je fais des conférences, j'aime bien parler un peu d'hypnose transpersonnelle, mais généralement j'en parle 15-20 minutes parce que comme c'est expérientiel, comme tu l'as si bien dit, je préfère faire un petit exercice collectif. Donc voilà, et d'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube, hein, Hypnose transpersonnelle. Il y a 2 exercices, qu'on peut écouter pour essayer par soi-même, gratuitement, pour essayer de voir, qu'est-ce qui se joue. Alors, ça marche pas systématiquement pour tout le monde quand c'est en ligne comme ça, parce que, bah, je suis pas là et du coup, je peux pas ajuster le rythme, les questions, et cetera, et c'est très important. Donc c'est pour ça que je le fais, plutôt en séance individuelle. Oui. Je pense qu'en ligne, ça a quand même ses limites aussi. Alors moi j'ai Oui. jamais essayé la transpersonnelle, enfin la spirituelle en ligne. Par contre, j'avais fait de la respiration en ligne et je dois quand même dire qu'entre la respiration en ligne et la respiration en présence, en groupe en particulier, Pareil. il y a quand même une énorme différence. Donc là aussi, si je m'adresse aux personnes qui nous regardent, si vous testez des choses en ligne, dites-vous bien que ça vous donne peut-être un aperçu, mais c'est pas complet. Que le mieux, c'est quand même toujours de rester de faire ça en personnel parce qu'il se passe plein d'autres choses. Il y a plein d'informations, de choses qui circulent beaucoup plus quand on est en personnel. Hem
Et alors moi, dans mon expérience d'hypnose spirituelle, il se passait beaucoup de choses. Alors, c'était plutôt du transpersonnel d'ailleurs ou du transgénérationnel, pas trop de personnel, hein. Je me rappelle pas que beaucoup de gens aient été dans leur vie personnelle. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y avait énormément de traumas collectifs qui ressortaient. C'est-à-dire que les expériences principales étaient quand même des expériences très difficiles souvent, des expériences, de viol, de massacre, de guerre, d'inceste, heu, d'avortement, enfin voilà, des choses qui étaient très, très, très chargées traumatiquement. Est-ce que tu constates tout ça toi aussi? Et est-ce que tu as une explication pour ça? Oui. Mmh. Enfin, c'est vraiment, là, c'est encore une fois très subjectif et personnel. Heu, j'aime souvent à dire que au bout d'un moment, avec l'expérience que j'ai des milliers de séances, d'accompagnement à mon actif, c'est toujours un peu les mêmes histoires. C'est le décor change, mais c'est toujours les mêmes histoires et c'est comme si l'âme avait des archétypes à vivre, de blessures à vivre, à comprendre, à expérimenter. C'est juste les décors, les noms qui changent, quoi, mais vraiment c'est toujours un petit peu les mêmes, problématiques que l'âme doit expérimenter, surmonter et comprendre. Donc ça déjà, c'est vrai que je le constate. Aussi parce que, bah, on est un. Donc d'une certaine façon, on peut connecter à des ex c'est difficile pour moi aujourd'hui parce que je suis toujours sur plusieurs niveaux de lecture et en l'occurrence, forcément, la lecture de l'unité revient toujours très, très vite. Quand on est un, on se joue à être aussi bien le bourreau, la victime que l'observateur, en fait. C'est vraiment on est les 3 simultanément et on se joue à ces histoires-là, et à se perdre dans l'oubli de l'unité, en fait, pour pouvoir jouer ces expériences et faire évoluer, j'ai envie de dire, la conscience terrestre, humaine, et cetera. Mais de fait, c'est très facile de connecter l'histoire de n'importe qui. Souvent on me dit: «Mais comment ça marche?» Bah, tout simplement, on est un. Donc en étant tous interreliés, on connecte absolument tout ce que l'on veut, très facilement. Il y a pas de sujet, ça se fait, en fait. L'information, comme je l'ai dit, la conscience elle est une et elle est partout, tout le temps, en tout lieu, et cetera. Donc il suffit juste, de j'allais dire de s'y connecter en conscience, mais on y est déjà connecté. On n'a même jamais été séparés de cette conscience. Donc il suffit juste de s'en rappeler et d'avoir un outil qui nous permette de nous rappeler de cette connexion pour aller chercher l'information. Mmh. Ce qui est drôle, c'est que quand tu dis ça, en fait, moi, je pense à ce qu'on appelle l'inconscient collectif, en fait, hein, qui est, cette masse d'informations qu'on partage et je réalise qu'en fait, on appelle ça un inconscient collectif, c'est-à-dire que c'est par la négative, c'est l'inconscient. Alors qu'en fait, toi, tu parles de conscience et c'est une conscience, en fait et ce qui est drôle, c'est que cette conscience, on l'appelle par la négative, en disant: «C'est un inconscient». C'est drôle, hein? Je viens de réaliser ça, mais ah oui, alors mais donc si on revient quand même à ma question, c'est des choses, c'est l'unité, ce qu'on partage, mais est-ce que toi, tu retrouves quand même beaucoup, beaucoup, une majorité de traumas, collectifs donc ou partagés de l'unité, dans ces expériences-là? Ou est-ce que tu as, bah, moi, c'était mon expérience, hein, dans les sessions, dans la formation sur la l'hypnose spirituelle. Je n'ai souvenir que d'expériences difficiles, traumatiques, collectives qui sont ressorties et effectivement, comme tu dis, partagées, on était à la fois à un moment, on était le bourreau, à un moment, on était la victime. Et tout le monde, des femmes étaient, violeurs et étaient violées, Mmh, alors quand je dis attention, hein, faut pas imaginer que c'est quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qu'on ressent, mais c'est pas quelque chose qu'on vit, mmh. dans son corps, bien sûr, hein, c'est bah, ça C'est affolé, ça. c'est pas si difficile que ça. Mais voilà, donc est-ce que toi tu retrouves ça? Ou est-ce que Mmh. tu as un panorama plus large dans les expériences que tu vois? Alors, comme pour le coup, j'ai une expérience qui est quasiment de 8 ans dans le domaine, c'est même plus, c'est forcément j'ai un panorama plus large. Mais pourquoi d'après toi je me suis formée à la psychologie? Parce qu'en fait, parce que je ne connectais que du trauma. En réalité, quasiment toutes les séances étaient, traumatiques et c'est pour ça qu'il me fallait des outils psychologiques, solides pour pouvoir accueillir ce trauma. Maintenant, c'est normal. Moi, je dis souvent à mes stagiaires, parce que du coup je forme, hein, et je dis souvent à mes stagiaires: «Ils vont profiter». Donc ils, les guides, les je ne sais qui, la conscience supérieure en tout cas, ça va profiter de même 5 minutes de transe suffit pour aller travailler sur un trauma. J'ai vraiment des fois, je mets en collectif pendant une conférence
toute une salle en transe. Et là, il y a une personne qui me vient en me disant: «Ah, c'est fou, moi, j'avais mal au dos depuis toujours et en fait, je me suis aperçue que j'avais une épée dans le dos et ça me l'a retiré» et cetera. Et en fait, ils profiteront toujours de la transe pour faire travailler les gens sur eux. En réalité, c'est vraiment quasi systématique. Je dis souvent les gens qui me disent: «Oui, mais est-ce que je peux faire ça est-ce que je peux faire de l'hypnose transpersonnelle par plaisir ou juste par curiosité?» Je leur dis: «Oui, bien sûr, mais vous allez travailler sur vous. Que vous le vouliez ou non, ça va travailler sur vous». Et il y a aucun problème de vouloir faire ça par curiosité, mais ça va travailler. Ça va venir vous chercher quelque part parce que je connais pas de Bouddha sur terre et qu'on a tous quelque chose, une ombre, qu'elle appartienne à cette vie, au transgénérationnel ou à une autre. On a tous nos ombres à aller travailler et qui profiteront du moindre accès à une transe, à cet état de conscience pour pouvoir justement aller travailler. Donc, c'est clair et net que moi, je veux dire, d'ailleurs, c'est pour ça que souvent les gens me font: «Ah, tu fais de l'hypnose?» Ça me paraît toujours bizarre parce que c'est comme si on me parlait de mon outil, en fait. C'est comme si on disait: «Ah, vous faites du bistouri à un chirurgien». C'est pas son métier. C'est pour ça que moi, je dis souvent que je fais de la psychothérapie transpersonnelle. Mon métier, c'est ça. C'est pas de l'hypnose. L'hypnose, c'est l'outil qui me permet de faire de la psychothérapie transpersonnelle. Et ça va toujours chercher sur du trauma. Les seules fois où vraiment je vois que ça vient pas chercher sur du trauma, c'est souvent quand il y a un projet. Par exemple, à un moment, il y avait des projets d'intention de livres et à ce moment-là, ça venait me chercher sur de l'histoire humaine. En l'occurrence, c'était sur ce qu'on appelle les Atlantes. Voilà, bon, on y croit, on n'y croit pas, mais ça ferait partie d'une des civilisations terrestres qui aurait pu avoir lieu. Euh, mais à part quand il y a, comment ça s'appelle, un aspect historique, investigation, un petit peu comme Dolores Cannon, hein, quand elle écrivait ses bouquins, elle faisait de l'investigation spirituelle. Sinon, très souvent, ça vient travailler sur du trauma. Et c'est pour ça que je me vois plus comme une psychopraticienne transpersonnelle que réellement comme une hypnotiseuse. Et alors donc, ceux qui nous écoutent, on en parle beaucoup de trauma. Finalement, ils pourraient se dire, est-ce que j'ai envie d'aller creuser dans l'inconscient collectif? J'ai déjà ma propre vie à gérer. Est-ce que donc tu rappelles bien qu'effectivement, ça travaille comme personnellement, même si on a accès à des choses qui sont partagées collectives. Est-ce que tu as des exemples de guérison ou de bénéfices, enfin de choses qui se sont passées, avec des personnes qui ont fait des séances d'hypnose spirituelle, où ça les a aidés vraiment dans leur vie? Bien sûr. Bah, souvent on me dit: «Mais on peut travailler quel domaine?» Et c'est horrible à dire, mais tout. Je vois ça comme tout est interconnecté, ça va travailler dans tous les domaines, en fait. Ça déjà dès l'instant qu'on bouge une ligne, ça va en bouger les autres, quoi. C'est forcément, c'est obligatoire. Mais j'ai vu des soins, des fois, de guérison, physique. La personne, elle avait un glaucome à l'œil depuis 20 ans et puis elle m'a rappelé, en me disant, 15 jours après, c'était fini, j'avais plus rien, quoi. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qu'elle ne voulait pas voir et qui lui a été montré et de fait, c'était fini. C'est pas, en fait, qu'elle a guéri parce que la maladie physique, c'est toujours une information qui a mal tourné dans le subtil. Donc, dès l'instant qu'on va aller voir l'information dans le subtil, qu'on va la retravailler ou la comprendre, c'est souvent ça, ou la voir, et ben, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'être malade. En fait, nous, on n'a rien fait. Nous, on est des facilitateurs. C'est juste, on a facilité l'accès à cette information et la personne n'avait plus besoin d'être malade parce que dans le subtil, les choses avaient été vues, comprises, etc. Il peut y avoir des blocages d'autres vies où, par exemple, on se dit, mais moi, c'est pas possible, je déteste cette personne, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, en fait, on va connecter à une autre vie où on se rend compte que cette personne, elle l'a torturée, elle a été horrible avec elle. Et la personne, elle a reconnu son âme, en fait. J'ai, en l'occurrence, une jeune femme qui avait été attouchée enfant et elle comprenait pas, elle avait des flashs, elle avait une amnésie, en fait, suite à ça. Et des flashs commençaient à arriver. Et quand elle a été voir qu'est-ce qui s'était passé dans son enfance, elle a reconnecté à cette amnésie parce qu'elle voulait comprendre ce qui s'était passé. Et quand son âme, quand sa conscience supérieure lui a dit: «Bah, en fait, dans une autre vie, tu as été horrible avec cet homme et il a pas vu un enfant dans cette vie. Il a reconnu ton énergie et c'était du karma et il a fallu réaligner», parce que le karma, c'est pas bon ou mauvais, c'est juste une énergie à rééquilibrer. Et ben, c'était fini. Elle est revenue en me disant: J'ai compris pourquoi j'ai vécu ça», mais elle a compris pas parce qu'on lui a dit. On lui a pas dit: «Ah, dans une autre vie, tu as été horrible». Non, elle a compris parce qu'elle l'a vécu dans ses tripes. Elle a senti, l'énergie de cet homme, elle a senti ce qui s'était passé dans cette autre vie et en fait, c'était sa clé de guérison. C'est
des expériences comme ça peut être aussi bien, de se dire, voilà, moi je comprends pas ma famille, je suis très en colère et puis on va aller voir dans le transgénérationnel et puis on va comprendre que, son père ou sa mère a fait telle ou telle chose et qu'elle a reproduit d'une certaine façon sur elle, à moindre échelle, mais elle a reproduit et quand elle revisite un peu ce transgénérationnel, elle me dit: «Beh, je connaissais toute cette histoire. Je savais que ma mère avait une vie horrible ou mon père avait été battu, mais là, de le vivre, dans l'émotion, dans le corps et cetera, c'est comme si je revisitais ma vie familiale, mon histoire familiale différemment avec un pas de côté, et avec beaucoup plus de douceur, de compassion, et du coup, j'en veux plus à ma mère et ça guérit tout. Parce qu'en fait, j'aime pas le mot pardonner parce que ça veut rien dire pardonner. On pardonne quoi quand c'est notre âme qui a choisi les épreuves, pour nous faire évoluer? On reproche qui à quoi? Puis quand on est un et qu'il y a qu'une unité, on reproche à on a envie qui à qui on doit pardonner, en fait? Donc pour moi, pardonner, c'est vraiment le côté, aller comprendre, en fait, aller comprendre ce qui s'est joué parce que quand on et vraiment le comprendre, c'est le vivre, en fait. C'est vraiment, émotionnellement, par le corps, vivre et comprendre et ça, quand on le comprend par le corps, quand on l'expérimente, bah, en fait, il y a plus rien à pardonner. Mmh. Ça tombe tout seul, en fait. La colère tombe tout seul, éventuellement reste une immense, tristesse, mais qui est de la compassion, en fait. Moi, ce qui reste à chaque fois, c'est de la compassion pour toute cette souffrance, pour toutes ces âmes qui se font autant de mal parce qu'elles se sont oubliées. Elles ont oublié qui elles étaient vraiment, c'est-à-dire des êtres de lumière qui se jouent à certaines expériences terrestres. Mmh. Oui, j'aime bien cette notion de vivre par le corps, en fait, les expériences, parce que c'est vrai que on c'est toujours dans la logique de l'amoindrissement du mental, en fait, hein. C'est que on a tendance à être très mentaux, hein, dans notre civilisation, très Oui. on est même l'éducation, toute l'éducation nous mène à être dans la tête, dans la tête, dans la tête et en fait, alors qu'en fait les expériences, les traumas, les blessures, psychologiques, elles s'ancrent dans le corps, en fait et comme tu dis, en fait, ce qui est merveilleux avec ces médecines, avec, les psychédéliques, avec, les états modifiés de conscience, que tu décris, c'est qu'on vit les expériences dans le corps et c'est quand on les vit dans le corps que quelque chose change. C'est-à-dire on peut savoir quelque chose dans sa tête, mais si on l'a pas vécu dans le corps, si on l'a pas ressenti, en fait, tout simplement, bah, on on va changer. Donc l'expérience par le corps, elle est hyper importante. Alors pour revenir aux psychédéliques peut-être aussi, tu as parlé un peu d'iboga. Est-ce que, on arrive à la fin de l'entretien, mais est-ce que moi je suis très curieux, est-ce que tu as eu une expérience psychédélique, donc avec les médecines, qui a été particulièrement marquante et décisive pour toi, que tu voudrais partager avec Il y en a 2 qui me viennent, à l'esprit, enfin, il y en a même plein, en fait, mais je dirais qu'il y en a 3. La toute première, puisqu'en réalité, donc qui était avec la MDMA, où j'ai reconnecté, d'ailleurs, j'ai une chaîne, YouTube qui s'appelle Thérapie psychédélique où je parle de toutes mes expériences, hein, enfin, on est beaucoup plus, mais j'ai moins de temps aujourd'hui pour faire des vidéos. La première, c'était la MDMA. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai reconnecté à mon fils, à la conscience de mon fils. Enfin et d'ailleurs qui s'est pas présenté comme un enfant, hein, qui s'est présenté vraiment, comme, j'ai envie de dire, comme un homme, mais j'ai envie de dire d'une conscience d'égal à égal, voilà. Mais par contre, je reconnaissais l'énergie de mon fils. Donc ça, je savais vraiment que c'était lui. Donc ça, c'est sûr qu'en tant que maman, c'était un peu la consécration parce que jusqu'à présent, j'avais eu des contacts à travers un médium interposé. Là, c'était la première fois que j'avais, contact avec la conscience de celui qui fut mon fils dans cette vie-là et c'était ouais, ça a été d'une beauté, absolue et c'était enfin voilà, j'en garde un souvenir incroyable. La deuxième, c'était quelques mois après avec les champignons. En fait, j'étais en dépression, sévère, mais j'aurais jamais mis des mots parce que j'ai toujours été une dépressive très active. Sauf que là, c'était vraiment je sentais que je commençais même à avoir du mal à me lever de mon lit et cetera et les champignons m'ont comme, fait prendre du recul. En fait, on fait prendre du recul à mon mental et m'ont montré ce qu'était la dépression, à savoir cette boucle de mental incessante qui retombait toujours dans ces schémas de pensée en boucle, mais vraiment en boucle et je pense qu'en plus de ça, il y a eu un soin énergétique, même si je l'ai pas trop ressenti, mais c'est le lendemain que je l'ai ressenti. Parce que le lendemain, j'avais beaucoup plus d'énergie. Mais tout de suite, ça a été, flagrant que j'avais beaucoup plus d'énergie et puis surtout, du coup, comme par 2 fois, je replongeais dans cette boucle mentale, par 2 fois pendant cette cérémonie, ça m'a fait ressortir de cette boucle pour me montrer que ça allait être un choix maintenant
de retomber ou pas dans cette boucle, en fait. C'était ma volonté de retomber ou pas dans cette boucle. Donc ça m'a sorti vraiment de cette dépression d'une manière quasi instantanée. Donc ça, été très impressionnant. Et je pense que l'expérience la plus marquante, c'est l'expérience du soi. Ça, c'était aussi avec les champignons où, enfin, comment décrire l'expérience du soi? Il y a pas de mots puisque cette expérience-là est au-delà des mots et des concepts. Mais, c'est marrant parce que ça partait d'une peur à la base. J'étais venue avec une intention, enfin j'étais venue avec une question à savoir, j'avais quelqu'un qui me disait qu'il y avait l'ombre, la lumière et que, vraiment, enfin, elle était à fond dans cette ombre et cette lumière et moi j'y croyais pas. Moi, j'étais vraiment dans ce concept du tout, sans en sachant finalement pas du tout ce que c'était. C'était vraiment très conceptuel dans ma tête. Et puis quand j'ai été sous médecine, d'un seul coup, ça m'a questionnée en me disant: «Mais même si c'est vrai, même s'il y a l'ombre et la lumière, qui est le plus heureux? Celui qui vit sa vie en se disant: "Oui, bon, bah, et alors, il y a l'ombre et la lumière, c'est OK"? Ou celui qui ne voit que l'ombre en disant: "Il faut combattre l'ombre et cetera et être dans la lumière"?» Et d'un seul coup, quand ça m'a dit ça, j'ai rigolé en me disant: «Ah bah, clairement celui qui s'en fout, en fait, celui qui vit sa vie en disant: "Bon, bah, si c'est là, quoi"». Et en fait, partant de là, il y a eu une espèce de grand éclat de rire et boum, j'ai été propulsée parce que vraiment je peux pas le dire autrement, quoi. Ça a été une propulsion dans ce qui est, ouais, j'ai pas de mots, mais je sais que quand j'ai alors, les mots peinent à dire ça, mais quand j'ai quitté cet espace, et le mot quitter est très impropre puisqu'on y est toujours, encore et encore, je le répéterai jamais, c'est là, donc on y est. C'est juste qu'on y a moins accès à cause de ce fichu mental et cet ego. Mais quand je me suis un peu réidentifiée, j'ai envie de dire, mais un tout petit peu. La seule chose qui est sortie spontanément, c'est je suis. Voilà, je pourrais pas dire autre chose. J'étais je suis. Et quand ça est redescendu encore un petit peu en vibration, j'ai j'ai répété je suis tout en fait. Et en même temps je suis rien. Du coup c'était vraiment, ouais, c'était sans mots, sans concept, sans rien, c'est juste grande lumière. Et puis c'est redescendu ensuite dans je suis tout, donc je suis rien. Et cette explosion d'amour aussi, ça a eu un avant et un après en fait, parce que là ça a changé. OK, avant je croyais au tout, et sauf que c'était conceptuel, et puis après il y a cette façon de le vivre. Maintenant il y a l'expérience du soi, puis il y a l'intégration du soi, et c'est encore une autre paire de manches. Il y a des gens, paraît-il, qui restent comme ça dans cette désidentification égotique. Waouh! J'ai Ça doit être génial, et en même temps, bah, moi ça s'est pas fait comme ça. Moi je sens que c'est une intégration, que c'est un chemin, et c'est OK. Je crois que la vie c'est ce chemin, en fait, je crois que l'expérience humaine c'est ce chemin-là, et ça amène du coup, beaucoup de lumière et puis beaucoup d'ombre, hem et ça fait partie du chemin parce que l'ombre et la lumière, se côtoient à chaque instant, quoi, et c'est aussi un choix que de voir, l'ombre ou la lumière. Ouais, c'est très bien dit. Très bien dit, mais et effectivement, oui, les mots peuvent manquer, hein. On dit toujours que l'expérience psychédélique, elle est ineffable parfois, donc on n'arrive pas à mettre les mots dessus. Et en fait, c'est vrai que, on a du mal à mettre les mots, puis on a du mal même à se rappeler exactement de ce qu'on a vécu, parce que je pense que la mémoire est pas structurée pour enregistrer ce qu'on ressent. On a une mémoire qui est, structurée pour enregistrer les choses du quotidien, les choses qu'on a vécues toute sa vie. Ces expériences-là, elles sont intenses, elles nous font accéder à des choses, et la mémoire a du mal à s'en emparer, et les mots aussi ont du mal à s'en emparer. Ça va au-delà des mots. Et heu et puis juste une petite parenthèse sur les médecines, parce que donc on parle de médecine. Les gens peuvent se dire: «Ah là là, mais médecine», ils disent médecine. C'est vrai que moi, c'est pareil au début quand j'ai commencé à entrer dans l'univers des psychédéliques, les gens parlaient de médecine et bon, je comprenais pas. Moi, je continuais à dire substance, psychédélique, et cetera. Et avec le temps, sur moi et sur les autres, à travers la retraite, en fait, quand j'ai vu ce que ça produisait, bah, spontanément, à un moment, je me suis mis à dire médecine. Et voilà, avec beaucoup d'ailleurs de gratitude et de reconnaissance, hein, parce que quand on dit médecine, c'est une position d'humilité et de reconnaissance, à ce que ces expériences et ces substances, peuvent nous apporter. Donc voilà, mais j'aime bien toujours faire ces petits rappels parce que on peut avoir tendance à partir dans notre passion, on est des passionnés tous les 2, à partir dans des choses, faire des raccourcis que certaines personnes qui nous voient vont pas forcément comprendre. C'est pour ça que je fais ces petits rappels. Expliquer pourquoi on en parle de cette façon. Et je pense qu'il y a de toute façon beaucoup de gratitude,
très vite, on développe beaucoup de gratitude vis-à-vis de ces expériences et de ces médecines, justement. On peut pas, c'est difficile de faire autrement, en fait. J'ai énormément de gratitude, elles ont littéralement changé ma vie, heu, à tous les niveaux, en fait, mais vraiment à tous les niveaux, elles m'ont sortie de la dépression, elles m'ont fait moi qui peinais à trouver du sens à la vie, d'un seul coup, j'ai vu que la vie n'était qu'amour et que le sens était toujours enfin, tout ce qu'on pouvait vivre, même les choses les plus difficiles, étaient toujours dans des actes d'amour incroyables pour se rapprocher de soi, du vrai soi et non pas de son personnage. J'ai une gratitude infinie, pour la vie, et les médecines qui permettent justement d'accéder, enfin la vie elle aussi est toujours là, mais d'accéder à la compréhension réelle de ce qu'est la vie. Mmh. Bah, merci pour ça. Merci de parler si librement aussi de ces choses-là. Je sens que tu en parles relativement sans filtre, en fait, hein. Tu donnes beaucoup à travers ce que tu racontes et ça, c'est super parce qu'effectivement, les médecines et ces expériences, ont besoin de ça. Elles ont besoin d'être, qu'on dise vraiment les choses telles qu'elles sont et qu'on en parle et que parce qu'elles souffrent d'un stigma, en fait, qui a été là pendant des années, qu'on nous a un peu mis dans la tête et le fait d'en parler de façon libre comme ça, c'est vraiment, je pense que ça aide le monde, hein, ça aide, faut pas prendre ça comme quelque chose de prétentieux quand on dit ça, oui, ça permet vraiment à chacun d'avancer et à l'ensemble de nous tous, d'avancer tous ensemble. Donc, merci beaucoup pour ça. Écoute, on arrive à la fin de l'entretien. Donc, est-ce que, donc sur l'hypnose transpersonnelle, qui aujourd'hui est donc ton activité principale, donc tu fais des consultations plutôt individuelles, Ouais, des groupes plus rarement et tu as une formation aussi pour les gens que ça intéresse, qui ont envie de tester parce qu'une formation, enfin si c'est la même chose, enfin si c'est dans le même genre que ce que j'avais fait moi, on expérimente quasiment tout le temps en fait, hein, c'est de tout à fait. l'expérimentation, principale. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu proposes aujourd'hui et comment les gens peuvent te trouver s'ils sont intéressés par tes services? Bien sûr. Cette formation, effectivement, elle est dédiée aux personnes qui souhaitent devenir, praticiens en hypnose transpersonnelle et en même temps, 50 des gens qui suivent cette formation le font pour eux. Parce qu'ils ont entendu dire que c'était vraiment un vecteur d'évolution important, ce qui est vrai. Parce que je leur dis souvent: «Vous êtes pas là pour travailler sur vous, puisque vous êtes là pour devenir praticien, mais ne croyez pas que ça va pas travailler sur vous». Au contraire, ça travaille beaucoup sur vous, puisque forcément, les pratiques se font, les uns sur les autres, quoi. Je fais du coup là il y en aura, 3 cette année. Il y en a une en Dordogne, en juin, il y en a une à Paris, en septembre, et il y en aura une en visioconférence en week-end, à partir de l'automne, donc sur 5 week-ends. Et on apprend du coup, bien sûr les bases d'hypnose, mais ça j'ai presque envie de dire, c'est la partie la plus facile, hein. Apprendre l'hypnose, vous pouvez apprendre ça sur YouTube, c'est vraiment pas, difficile. Là où c'est, plus, délicat, c'est vraiment le fait d'apprendre justement les bases de psychothérapie. Comment on accueille, un être, qui est, traumatisé pour qu'il se sente, reconnu, entendu, écouté et du coup, qu'il arrive à s'apaiser. Et puis comment on explore évidemment une autre vie, comment on accueille une conscience autre qu'une conscience terrestre, qu'elle soit, notre conscience supérieure, que ça soit un guide ou que ça soit, un défunt, accroché ou pas. Parce qu'il y a des défunts qui se lient aux énergies de certaines personnes, d'autres qui sont, parfaitement dans la lumière, mais qui reviennent faire des coucous, comme ça peut être le cas avec mon fils. Et puis on a aussi des consciences extraterrestres, et puis on a des entités, qui se joue. Moi, j'aime bien dire ça parce que maintenant avec l'unité, c'est vrai que j'ai du mal à voir le côté méchant et cetera. Voilà, c'est des mots qui me chagrinent un peu, mais qui se jouent à être, effrayants, qui se jouent à être, facétieux et cetera. Et puis, on va leur montrer peut-être justement qu'il y a d'autres voies, celui peut-être la voie de l'amour, de la lumière, et que c'est pas toujours nécessaire. Et en même temps, ils sont là parce que c'est très souvent quand on a des entités accrochées à soi, c'est qu'il y a une blessure sur soi, voilà. C'est toujours en lien avec une blessure, avec quelque chose qui est présent chez la personne, qui a permis, on va dire, justement, à cette, entité de pouvoir, venir. Donc voilà, on apprend un peu tout ça et puis on est ensemble et on pose, plein d'autres questions sur la spiritualité, sur les médecines parfois parce que c'est très proche comme je l'ai dit, hein, il y a tout qui change. Hem, on en ressort, grandi, on en ressort, Heu, également affiliée, j'ai envie de dire, à cette belle communauté qu'est l'hypnose transpersonnelle. Hem, donc ouais, j'ai envie de dire à bientôt.
Et alors, on te suit donc, tu as parlé de ton podcast Thérapie psychédélique. C'est ça, hein, il s'appelle Alors, Thérapie psychédéque il y a sur il y a YouTube. j'ai 2 chaînes YouTube. J'ai Thérapie psychédélique, sur, YouTube effectivement, où je vais parler de mes expériences personnelles, avec les médecines. Et puis j'ai, Hypnose transpersonnelle aussi sur YouTube, mais également sur, Spotify, sur, il y a Apple Podcasts, enfin voilà, un peu partout, qui parle, des où il y a, je crois 300-400 séances d'hypnose transpersonnelle que les personnes ont gentiment accepté que je divulgue. Alors évidemment, il y a pas d'image, hein, on voit pas qui c'est, mais du coup, comme ça, vous pouvez voir ce que c'est une séance d'hypnose transpersonnelle et puis ça aborde plein de thèmes. Et c'est vrai qu'au début, j'avais fait ça quand j'ai commencé il y a presque 10 ans maintenant, puis les gens me disaient, enfin, je faisais ça un peu pour me faire connaître et puis finalement quand c'était fait, je me suis dit: «Je vais arrêter» parce que ça prend beaucoup de temps de monter, hein et cetera, tout ça. Et puis, clairement, j'ai reçu des messages dans le sens: «Non, non, continue de diffuser parce que ça aide les personnes» et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent: «Mais c'est fou, j'écoute des séances d'hypnose transpersonnelle qui ne m'appartiennent pas, mais pourtant le message résonne en moi, voire des fois il y a des guérisons, parce que des fois il y a des soins énergétiques et je ressens le soin énergétique en moi, bah, c'est que la personne en avait besoin et c'est que la personne avait besoin d'entendre certains messages parce que ça correspond aussi à cette vie, comme tu l'as si bien dit, hein, il y a des archétypes de blessures qui sont un peu communes et qui vont du coup parler aux uns, aux autres, etc. C'est pour ça que je suis très reconnaissante aux personnes qui acceptent euh, de divulguer leurs séances parce que ça aide autrui aussi. Mmh. Alors donc on te suit sur ces 2 podcasts, on peut les retrouver Sur sur les les réseaux sociaux, Facebook réseaux aussi sociaux, et Insta. Facebook. Là, c'est Séverine Barbier, voilà, si on tape De Séverine toute façon, si on Barbier, tape Séverine Barbier, on va te trouver sur tous tes assez médias. facilement, ouais. La thérapie psychédélique était plus difficile à trouver. Je sais pas pourquoi il sort moins bien quand on tape ton nom. Donc, Ouais, bah, déjà peut-être parce que les mots sont plus tabous, donc peut-être un peu moins, mis en avant. Aussi parce qu'il y a moins de monde, je crois que je dois avoir, je sais pas 10 000 personnes sur le hypnose transpersonnelle et peut-être, 1 500 sur, l'autre, donc forcément déjà on sort pas pareil, mmh. c'est normal. D'accord. Bon, on mettra les liens, vers tout Mmh. ça, vers tes réseaux et tes chaînes YouTube sur les commentaires du podcast. Donc, bah, écoute, merci beaucoup Séverine, c'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Donc, merci encore pour tout et puis, bah, écoute, je te dis, à bientôt, peut-être au stage d'ailleurs parce que j'en avais parlé, hein, j'envisage, Oui, peut-être de venir à ton stage, de d'hypnose avec grand transpersonnelle. plaisir. Voilà, donc, Tu es le bienvenu et puis, bah, merci pour l'invitation. bah, je t'en prie et à très bientôt. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Au revoir.